Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir sur les antennes de For You Media Africa dans le cadre de votre émission, le grand débat économique de ce jour. Aujourd'hui, on parlera du développement économique de l'Afrique. Quel partenaire stratégique pour les États africains? On en parlera tout au long de cette émission avec nos invités et qui m'ont déjà rejoint sur ce plateau et que je vais vous présenter tout à l'heure. Eh bien, plusieurs pays africains comptent actuellement parmi les économies les plus dynamiques au monde, avec une croissance alimentée dans plusieurs cas par des nouvelles découvertes et réserves de pétrole, de gaz naturel et de minerais stratégiques. Le potentiel du continent est en outre affaibli par l'hémorragie de capitaux, souvent due à l'évasion fiscale et à la manipulation des prix de transfert par les sociétés pétrolières, gazières et minières, et ce avec la complicité de fonctionnaires corrompus. En 2010, les exportations africaines de pétrole, de gaz et de minerais s'élevaient à 333 milliards de dollars. Cependant, selon les estimations, l'Afrique perdrait jusqu'à 2000 milliards de dollars par an dans le cadre de flux illicites de capitaux. En comparaison, l'aide au développement reçue paraît dérisoire. Les inégalités de revenus et les flux illicites de capitaux dépouillent l'Afrique de ses richesses et de précieux moyens d'investir dans l'éducation, l'agriculture et la santé, des secteurs essentiels à une population active, mais l'Afrique ne pourra s'en sortir seule. Pour leur part, les partenaires du développement de l'Afrique peuvent apporter une aide qui favorisera la bonne gouvernance et donnera à la société civile les moyens de rappeler les dirigeants à leur obligation de rendre des comptes. Alors, quels sont les partenaires stratégiques pour les États africains? Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci d'être avec nous. Ce soir, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils m'ont déjà rejoint sur ce plateau et je vais tout de suite les présenter. Je vais commencer par vous, docteur Ndouma. Bonsoir, vous êtes expert consultant universitaire en marché financier et défis. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Bonsoir, Madame. Bonsoir à mon illustre copanéliste que vous allez présenter certainement. Bonsoir à toute l'équipe technique de For You Media Africa. Bonsoir au top management de cette formidable télévision. Bonsoir surtout à nos millions de téléspectateurs éparpillés dans le monde, en particulier aux panafricanistes. Oui. Bonsoir au monde. Merci. Monsieur Dr Yam Timba, vous êtes également avec nous ce soir. Bonsoir et merci d'avoir honoré à notre invitation. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Bonsoir Madame Moto. Je suis content que vous m'ayez non seulement invité, mais rappelé. Je courais. Donc, merci beaucoup et merci au grand frère Dr Ndouma ainsi qu'à tous les téléspectateurs. Voilà, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet et je vais commencer par vous, docteur Yam Timba. Peut-on d'entrée dire que les ressources de l'Afrique sont stratégiques pour les pays développés et qui est plus des partenaires? Cette question paraît simple, mais elle est extrêmement complexe. Elle paraît simple parce qu'on peut dire, bien sûr, que nous avons des ressources très variées, en très grande quantité, et, chose assez étrange, uniformément réparties sur tout le continent. Il n'y a pas une poche de 100 000 km² en Afrique où on ne trouve pas une flopée de matières premières. Donc, tout naturellement, le continent attise les convoitises. Quand vous lisez, que ce soit tous les livres de l'histoire ancienne,
ou que ce soit les livres récents des explorateurs, mais surtout depuis que le continent a été soumis à la traite, aux traites arabo-musulmanes et européennes, judéo-chrétiennes européennes, et ensuite à la colonisation et au néocolonialisme, vous voyez que le continent attise beaucoup de convoitises. Parce que les ressources stratégiques que nous avons ne sont pas seulement les ressources minières, mais c'est aussi des ressources absolument rares dans certaines zones, comme du soleil. Quand vous dites à un Finlandais ou à un Norvégien que vous avez du soleil comme s'il en pleuvait, eh bien, vous constatez que pour lui, c'est un rêve. Et n'oubliez pas que aujourd'hui, il est clairement dit qu'un livre comme la Bible, quand il parle de paradis, en fait, il renvoie à ce qui se passe en Afrique, où coule le miel, où tout est verdoyant. Et ça, c'est vraiment l'image de carte de visite de l'Afrique. Nous avons beaucoup de matières premières, énormément, très variées. Sauf que la relation que nous avons avec les matières premières n'est pas la même que celle que les Occidentaux, les Européens ou d'autres pays ont avec les matières premières. Beaucoup de matières premières, la différence vient de ce que beaucoup de matières premières dans l'Antiquité, bien avant, disons dans l'Afrique noire précoloniale, nous les connaissions, mais nous en avions pour certaines mesuré, par exemple, la dangerosité. Je rappelle à la plupart des gens que la poudre à canon était connue des Africains au moins 1000-1500 ans avant que les Occidentaux ne découvrent cela, parce que c'était connu depuis l'Égypte antique. Oui. Mais la puissance de cette affaire a fait que les Africains ont préféré en garder le secret. Il y a aujourd'hui le fait donc que tous ces gens-là sont intéressés par nos matières premières. C'est une très bonne chose. Nous ne sommes pas là pour les chasser, c'est très bien, pour refuser qu'ils ne viennent prendre quelque chose chez nous, mais en nous demandant la permission. Et du coup, ça pose un problème justement des relations que nous devons établir avec tous ceux qui viennent en Afrique à la recherche, de matières premières. Est-ce que ce seront des partenaires? Est-ce que ce seront des clients? Est-ce que ce seront tout simplement des prédateurs? Il va falloir définir clairement tout ça. Mais ce qui nous importe, c'est probablement qu'on ait des partenaires. Parce qu'en Afrique, la solidarité est une valeur fondamentale. Donc si vous voulez être le partenaire de l'Afrique, eh bien, je pense que stratégiquement, l'Afrique devrait d'abord être son propre partenaire. Parce que la difficulté que nous avons en 2022, c'est que la plupart des pays africains cherchent des partenaires au bout du monde, mais ne commencent déjà pas par avoir pour partenaire les pays qui leur sont frontaliers. Il y a longtemps, beaucoup d'experts africains, camerounais en tout cas, avaient demandé par exemple qu'avant de signer quelques accords des APE avec l'Europe, que le Cameroun signe des accords APE avec le Nigeria, mais parce que le Nigeria, c'est notre premier partenaire commercial. Oui. Et on ne comprenait pas qu'on se soit poussé à signer un accord de ce type-là avec quelqu'un, une zone qui était le troisième partenaire économique de l'Afrique après le Nigeria, la Chine. Donc, les partenaires stratégiques que nous avons, c'est d'abord ceux-là. Les premiers, c'est ceux qui sont autour de nous. Comment le Cameroun aujourd'hui, par exemple, au-delà sur le plan du développement économique, comment le Cameroun, par exemple, arrive à développer des partenariats gagnant-gagnant, des partenariats structurants avec son environnement immédiat. Il y a parfois des barrières. Dr Ndouma, lui, s'en souvient très bien. Des barrières liées au fait, par exemple, au DSRP, où le Cameroun, 2002, le Cameroun avait besoin de 15 000 milliards pour construire un chemin de fer qui partirait de Batchenga à Bangui, oui. de Ezeka jusqu'à en Guinée équatoriale, Gabon, Congo, et puis de Ngaoundéré jusqu'au Tchad et le nord du Nigeria, et de Douala, en passant par Limbe, Buea, et pour aller ressortir, pour se retrouver à Lagos. Donc, 15 000 milliards, on ne peut pas les avoir sans l'accord de la France. Donc la conséquence, c'est que on n'a pas pu financer ce projet depuis 20 ans aujourd'hui, alors que ça aurait justement aidé à renforcer le partenariat avec ces pays voisins. On n'a pas eu tout cela.
du coup, les coûts logistiques sont de plus en plus élevés, oui. alors qu'avec le train, ça aurait été moins élevé. Pire, le rail, même à l'intérieur du pays, est contrôlé par des étrangers qui ont multiplié entre 2000 et 2022, ils ont multiplié le coût du transport par 10. Ce qui fait que ce partenariat, les partenariats de ce type, c'était pour aller dans... Ben parce que vous avez des gens qui sont des prédateurs et ils ne sont pas venus chez vous pour s'amuser ou pour vous faire plaisir. Ils sont là pas pour gagner de l'argent, ils sont là pour piller votre pays et prendre le maximum possible en un temps très court et partir. Donc, il n'y a aucune projection stratégique dans leur gestion de votre outil. Ils sont là parce que vraiment, on ne sait jamais, il faut prendre le maximum possible et partir. Du coup, ça obère les coûts logistiques qui se répercutent sur les coûts des produits qui sont distribués à travers, qui sont distribués par la suite au bord de cette infrastructure logistique. Donc, il est important que nous commencions par avoir des partenariats avec nos pays voisins et ensuite redéfinir tout ce qui est partenariat avec les pays qui viennent nous voir venant de l'extérieur et particulièrement les anciens tuteurs et les anciens colons. Mais docteur, et en plus là, il faut bien une synergie des pays africains et on constate qu'actuellement, c'est ce qui manque aux différents pays africains. Cette synergie-là. Oui, tout à fait, mais parce que la plupart des dirigeants considèrent que les relations avec les autres pays sont d'abord des relations politiques. C'est-à-dire, nous devons avoir des relations diplomatiques. Je vous pose une question, sincèrement. À quoi ça sert au Cameroun d'avoir un ambassadeur à Bangui, à Lagos, si ce n'est pas parce que cela contribue à satisfaire en commun nos besoins, qui sont de se loger, se nourrir, se vêtir, s'éduquer, se soigner. C'est à ça que devraient servir nos ambassadeurs, c'est-à-dire à conduire avec les autorités des autres pays les réflexions stratégiques qui devraient permettre que les synergies entre nos pays puissent permettre de satisfaire justement ces besoins. Oui. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment que c'est ça qui est fait prioritairement, alors que ça devait être ça. Dans les autres pays, les pays par exemple ils devraient dans la gestion stratégique de nos pays avoir plusieurs catégories de partenaires. Tous ceux qui ont été tuteurs ou colons de nos pays ne devraient avoir que des partenariats de second degré. Les partenariats au premier degré devraient être des partenariats qui intègrent à la fois les aspects économiques, mais également les aspects sécuritaires, universitaires, de recherche et le domaine de la santé, pourquoi pas? Disons, de manière générale, oui, on peut, si on veut détailler, on peut mettre la santé également, ou par exemple l'investissement stratégique dans le cadre de co-développement d'un certain nombre de projets industriels. Oui. Ça devait être ça. Et maintenant, tous ceux qui ont été là comme tuteurs, comme colons, devraient venir en second lieu. Parce que ils ont eu le temps de pomper nos richesses, pas seulement les richesses naturelles, mais également les hommes qui ont travaillé pour eux. Oui. Il est temps qu'ils cèdent la place à un autre paradigme de développement qui soit quelque chose que nous contrôlons définitivement et totalement en tant que pays souverain. Oui. Merci, docteur Yam. Docteur Ndouma, je me retourne vers vous. Pour vous, quel est le partenaire idéal stratégique pour aider l'Afrique dans son développement économique? On sait qu'actuellement, il y a la France, la Chine, la Russie, le Japon. Bon, bien après qu'ils aient terminé avec les pays voisins, parce que docteur Yam Tiba vient de le dire, après qu'ils ont terminé avec ces pays voisins-là, pour vous, quel est le partenaire stratégique idéal pour aider l'Afrique à développer son économie? Alors cette question renvoie clairement à un choix. Et qui dit choix dit processus décisionnel. Oui. Et lorsque vous parlez de partenaires stratégiques, ça renvoie forcément à, je vais dire, la puissance. Ça renvoie à la puissance parce que contrairement aux alliances commerciales qui peuvent être concurrentielles, le partenariat, il doit être complémentaire. Et donc, lorsque nous nous situons au niveau des États, et votre thème c'est bien développement économique de l'Afrique, dont les deux sont liés, ça veut dire que vous estimez qu'il doit y avoir une relation entre
les partenaires, c'est-à-dire le choix des partenaires stratégiques Oui. Pour l'Afrique et le développement économique de cette Afrique-là. À partir de ce moment-là, il faut interroger déjà la question même du développement économique. Parce que qu'est-ce qu'on met dans le développement économique aujourd'hui, après avoir fait l'expérience de plusieurs centaines d'années pour l'Afrique sous le joug, n'est-ce pas, de l'esclavage, du colonialisme, du néocolonialisme, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays africains peuvent véritablement être comptés parmi des pays qui se développent? Et là, je reste d'abord sur l'aspect purement économique. Oui. Vous savez que pour classer ces pays-là sur le plan économique, les Occidentaux utilisent le PIB. Effectivement. Produit intérieur brut. Et lorsque vous regardez le récent classement des pays les plus riches à travers le PIB, vous allez constater que le premier pays africain qui est dans ce classement, c'est le Nigeria, qui occupe la 29e place et qui n'est pas un pays membre des BRICS. Les BRICS, ce sont les pays émergents, d'après les Occidentaux. L'Afrique du Sud y est, mais elle n'est pas parmi les 29 premiers pays économiquement parlant au monde. Mais le Nigeria, qui est la première puissance économique africaine, figure dans ce classement, mais n'est pas membre des BRICS. De toutes les façons, les 5 qui ont constitué ce pôle-là. On espère que c'est en train d'être élargi pour le bien des États qui sont d'abord membres. Lorsque je l'évoque, c'est parce qu'il doit avoir une relation, même si elle n'est pas corrélative, entre le développement économique et d'autres aspects qui ne sont pas purement économiques. C'est pour ça que j'évoque la puissance. Okay. Et quand nous parlons de puissance d'un État, vous allez constater que aujourd'hui encore, même si la polarisation des puissances est en train d'évoluer, vous avez ce qu'ils ont appelé des superpuissances. La superpuissance, c'est encore les États-Unis, et il y a des superpuissances potentielles qui sont la Chine, qui sont la Russie, qui sont l'Inde, et après vous avez les puissances, c'est-à-dire l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la France, etc. Et quand vous regardez, l'Afrique n'intervient nulle part là-dedans. Okay. Donc, cette puissance, c'est quoi? Parce que tout à l'heure, le docteur Yam a parlé de la permission que les autres doivent nous demander pour venir piller nos ressources. Je sais qu'il sait qu'il ne demande pas. Je sais qu'il sait qu'ils ne demandent pas la permission. Qu'ils font tout pour nous imposer ce que eux ils pensent être correct pour eux, parce qu'ils ne viennent pas pour nous. Alors, pour opposer, n'est-ce pas, à cette puissance qui vient d'ailleurs pour nous piller, une autre puissance qui permettrait que ce ne soit pas la permission qu'on nous demande, mais qu'on soit capable de répondre, il faut donc avoir soit ce qu'on appelle un hard power. Si on ne l'a pas, on doit le chercher dans un partenariat. Le hard power qui doit permettre de développer la puissance de pouvoir. C'est-à-dire que cette puissance qui permet d'imposer à l'autre ce qu'il ne veut pas. Mais docteur Ndouma, est-ce que vous ne pensez pas que les chefs d'État africains doivent être fermes quand ils citent des partenariats avec ces grandes puissances-là? Oui, ils doivent être fermes, mais si ça suffisait, si leur fermeté suffisait, on n'aurait pas un débat qui porte sur le choix des partenariats. Parce qu'ils interviennent même là-dedans. Je voudrais ressortir le fait qu'au-delà de leur fermeté, vous pouvez être ferme et celui qui est en face est plus fort que vous. Il va transcender votre fermeté. Donc il faut pouvoir avoir cette puissance-là d'imposer à la partie d'en face quelque chose qu'elle ne veut pas. Vous devez avoir ce qu'on appelle la puissance d'indépendance. C'est le pouvoir de pouvoir dire à l'autre non,
je ne veux pas. Et ça rentre aussi dans cette capacité à être ferme, de dire non, ça, je ne veux pas, parce que mon peuple c'est pas, n'est-ce pas, pour l'avantage du peuple qui m'a élu, de mon peuple. Et puis, il faut avoir ce pouvoir qui est aussi un autre type de puissance, c'est-à-dire que le pouvoir de faire faire. C'est ça qu'on appelle la puissance d'influence. Okay? On peut influencer sans s'opposer forcément, etc. Mais est-ce que lorsqu'on classe ces différentes puissances-là, parce que j'ai commencé à parler des superpuissances, etc., et il y a un indice de puissance, lorsqu'on les classe, l'Afrique est en dernière position. Donc, ça signifie que pour les puissances ou les superpuissances, l'Afrique ne peut pas s'opposer à quelque chose. L'Afrique n'a rien à opposer à ce qu'eux, ils veulent faire. Et sous cet angle-là, il est important de réfléchir au choix du partenaire. Et donc, la question que vous me posez, quel serait le partenaire idéal? Peut-être au sortir de ce débat, on pourra s'aventurer à dire qui est le partenaire idéal. Mais notons déjà que il faut que ce soit complémentaire. Nous avons les ressources. Il y en a tellement, c'est indiscutable. Il y en a au point où certains pensent que c'est une malédiction. Parce que ces ressources ne nous profitent toujours pas encore. De toutes les façons, pas assez. Je me demande bien pourquoi on ne refuserait pas de faire exploiter ces ressources, même dans certains pays où elles sont pillées. Pourquoi un chef d'État ne dirait pas non, je préfère même que ça reste là dans le sous-sol, en attendant que je négocie avec un partenaire qui va pouvoir travailler avec moi sur la base du win-win, sur la base du gagnant-gagnant, de la complémentarité. Donc, au-delà de ce que je viens de dire, parce que là nous sommes au niveau des États, mais quand on parle de puissance aujourd'hui, quand on parle de partenaires, il y a des institutions qui sont un peu comme des entreprises, mais en réalité qui sont des entreprises pratiquement État. Parce qu'il y a des instruments aussi pour exercer la puissance en question. Vous avez la langue. La langue, c'est un véhicule de l'influence sur d'autres peuples. Il y en a plus de 6000 recensés aujourd'hui dans le monde. Mais 6 langues seulement sont partagées par plus de la population mondiale. 6 seulement. On peut les citer. Vous avez l'anglais, le mandarin, l'hindi, vous avez l'arabe, l'espagnol, et puis vous avez le français parmi les 6. Vous voyez, plus de la moitié de la population du monde partage ces 6 langues. Où est l'Afrique là-dedans? Il y a une langue africaine parmi celles que j'ai citées. Donc ça, c'est important que l'Afrique développe déjà. Et en interne, je ne pense pas qu'il y ait un partenaire qui nous empêche d'avoir une langue africaine, même si on garde les différentes langues, n'est-ce pas, mais qu'on officialise une langue pour toute l'Afrique, parce que ça va jouer sur la puissance de l'Afrique au-delà des frontières africaines. La deuxième chose, j'ai évoqué des entreprises qui ont un gabarit qui fait en sorte que on ne les considère plus comme des entreprises simplement. Quand vous citez une entreprise comme Gazprom, mais Gazprom c'est une mastodonte. Vous voyez, lorsque nous parlons des GAFAM, d'accord? Oui. Quand on parle des GAFAM, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, toutes ces entreprises que j'ai citées, elles sont américaines. Effectivement. Mais ces 5 entreprises seulement, en termes de capitalisation boursière, font le double de la capitalisation boursière du CAC 40. C'est-à-dire les 40 meilleures entreprises cotées sur le marché français CAC 40. Donc, et on parlait des entreprises. Donc, les Chinois ont pratiquement la même chose, c'est-à-dire un équivalent de Google, un équivalent d'Amazon, etc. Et les Russes ont pratiquement la même chose. Je n'ai pas cité la France. Effectivement. Oui. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là ne sont pas que des entreprises. Elles développent des excroissances qui sont même parfois financières et même monétaires, et donc peuvent avoir une influence pratiquement géopolitique.
n'est-ce pas, ce qu'elles font d'ailleurs. Oui. Et donc, vous avez, quand vous avez des entreprises comme ça, il faut évoquer aussi les voies et réseaux de communication. Quand on vous parle d'un gazoduc, hein, comme les Nord Stream 1 et 2, un gazoduc à lui seul, il a 1200 km de longueur, etc. Il mobilise 16 à une vingtaine de banques pour mobiliser les financements et qu'on crée un gazoduc comme ça pour pouvoir exporter le gaz, etc. Et chez nous, on parle de pipeline. Nous en avons combien? Pour faire partir le gaz de Limbé à Douala, on est obligé de passer par la route. Il n'y a même pas le rail. Vous voyez? Donc, ça veut dire que pour relier, d'abord, pour interrelier l'Afrique, ça ne peut pas se passer sans le développement de ces réseaux de communication. Vous avez le rail que je viens d'évoquer. Même pour le transport de marchandises seulement, on n'a même pas l'infrastructure du rail qui est appropriée pour ça. Aujourd'hui, 80% des marchandises dans le monde sont véhiculées par voie maritime. Ça veut dire que vous devez développer des voies, vous devez créer des voies maritimes. Il y a des voies maritimes, comme il y a des voies aériennes, comme il y a des routes terrestres. Il faut donc en créer. Il faut en créer. Il faut avoir la capacité d'en créer, d'imposer, n'est-ce pas, des trajets pour cela et avoir les moyens, qu'ils soient financiers, politiques, stratégiques, etc., pour que ces voies-là puissent être mises en place. Est-ce que nous avons tout ça? Si nous n'avons pas ça, et que nous avons réalisé que c'est une question de contre-pouvoir, de puissance, on va prendre en compte ces éléments pour voir quel pays devrait être le partenaire de l'Afrique. Et quand je dis quel, ça peut être au pluriel aussi. C'est pour ça que j'ai tenu d'abord à relever ces éléments qui montrent qu'un pays est puissant au-delà du PIB qu'on nous brandit tout le temps, parce que le PIB, qui serait la richesse créée, sur quelle base? C'est nous qui avons toutes les ressources. Mais nous sommes les pays les plus pauvres, d'après leur classement, en fonction du PIB. Mais c'est clair que ce n'est pas un classement qui nous concerne, et que nous devons faire notre propre classement, et véritablement développer dans tous ces leviers pour pouvoir compétir sur le plan international. Nous ne voulons pas forcément être premiers. Je sais que si quand je dis ça, mon petit frère, nous n'avons pas l'obsession d'être la première puissance du monde et de chercher à mater tous les autres, comme les Américains le font. C'est pas ça l'intention de l'Afrique. L'Afrique veut vivre librement, disposer librement de toutes ses ressources et d'avoir des partenariats libres avec n'importe quel pays, pourvu que ce soit le choix des Africains. Merci, docteur Ndouma. Docteur Yam, est-ce que vous partagez cet avis du docteur Ndouma? Pour vous, est-ce qu'il y a des partenaires idéaux pour aider l'Afrique dans son développement économique? D'abord, il faut savoir qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Mais je vais y arriver. Il y a quelque chose que vous avez dit préalablement. J'aimerais un peu, en fait, aider à mettre en relief ce que vous avez dit. Vous avez dit, selon les organisations internationales, FMI, Banque mondiale, l'Afrique perdrait 2000 milliards de dollars de fuite de capitaux, je sais pas. Quelque chose. La Banque mondiale se moque de nous, là. Ils s'amusent ou quoi? L'année dernière, nous avons exporté pour 33 000 milliards de dollars. On n'a pas vu un franc. Pas un franc, on n'a pas vu. Quand je dis qu'on n'a pas vu, je suis très sérieux, on n'a rien vu. Parce qu'après, eux-mêmes, ils vont venir dire que l'Afrique, c'est 6 700 milliards de dollars. C'est ça le PIB de l'Afrique. Alors que nous avons exporté pour 33 000 milliards de dollars. Il peut au moins, ça c'est le minimum, parce que c'est 33 milliards de tonnes de matières premières, et puis on va mettre environ $1 par tonne de matières premières. C'est-à-dire que même si là-dedans, l'Afrique avait seulement, je dis n'importe quoi, 30%, ça nous ferait quand même déjà 10 000 milliards de dollars. Largement, c'est-à-dire 40% de plus que le fameux PIB qu'ils sont en train de dire qu'il est le nôtre. Il faut qu'on sache très bien ce qui se passe. Et je vais illustrer par un cas très précis.
En Guinée-Bissau, l'Union européenne a pêché 500 000 tonnes de poissons. C'est ce qu'ils ont déclaré de toute façon. Puisque les Bissau-Guinéens n'ont aucun moyen pour vérifier et contrôler. Donc, ils disent qu'ils ont pêché 500 000 tonnes de poissons. Je pense qu'il faut multiplier ça par 3 ou 4. Et vous savez combien ils ont versé comme redevance à la Guinée-Bissau pour ça? 7,5 millions d'euros. Alors que si on avait reversé 3 euros par kilo de poisson aux Bissau-Guinéens, ils auraient perçu 1,5 milliard d'euros, ce qui représente pratiquement 4 fois leur budget de l'année 2022 qui n'est que de 400 millions d'euros. Il faut donner les chiffres à ces gens-là qui viennent bavarder sur les histoires de l'Afrique. Donc, on a 7,5 millions d'euros, alors que, parce que le prix moyen du kilo de poisson en Europe, c'est entre 15 et 20 euros. Le prix moyen, 15-20 euros. Donc, dans 15-20 euros, ils ne peuvent pas donner 3 euros aux Bissau-Guinéens où ils vont chercher le poisson. Ils leur donnent 7,5 millions d'euros, alors qu'on leur donnait 3 euros par kilo de poisson, pas par poisson, par kilo de poisson, ils auraient eu 1,5 milliard. À votre avis, ce pays-là ne se développerait pas. Ce pays n'a que 2 millions d'habitants. Vous croyez qu'il ne se développerait pas avec 1,5 milliard d'euros chaque année? Donc, voilà en réalité les relations que nous avons avec les Européens. Pour que nous développions des partenariats stratégiques de qualité, nous devons d'abord être notre propre partenaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, lorsque vous êtes le Cameroun, vous avez 27 millions d'habitants. Sincèrement, quand vous asseyez devant le Japon pour négocier, vous parlez de quoi? Vous croyez qu'ils vous écoutent? La plupart du temps, ils font la politesse diplomatique. Vous parlez. Après, ils vous disent, bon, écoutez, le Cameroun, voilà ce qu'on a gardé pour vous, voilà ce qu'on va faire, point. Comme vous n'avez rien, parce que vous n'avez même pas de monnaie, vous allez prendre le peu là. Parce que si vous revenez au Cameroun, dites que le Japon, quand même, vous a donné 10 millions de dollars, ce qui est terriblement ridicule. Mais ça va passer à la télévision pendant un mois. C'est intéressant puisque vous n'avez pas ça. Alors que, si vous êtes la CEAC, l'État d'Afrique centrale, 300 millions d'habitants, 7 millions de kilomètres carrés, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. Vous vous déplacez exceptionnellement quand c'est la Chine, peut-être la Russie, les États-Unis, toute l'Union européenne qui se réunit, et peut-être l'Inde. Quand c'est eux qui ont besoin de parler à vous. Si l'Allemagne veut parler à vous, ils descendent, vous n'allez pas les chercher. Vous avez 300 millions d'habitants. Vous avez 7,5 millions de kilomètres carrés. Dans ces 7,5 millions de kilomètres carrés, vous avez 1,6% de cette superficie-là, qui représente 16% de la superficie de la République centrafricaine, qui vaut 3 000 milliards de dollars, c'est-à-dire l'équivalent du PIB de la France. Vous ne vous déplacez pas. C'est juste 1,6% de votre territoire. 1,6%, je n'ai pas dit 2%, 1,6%, qui vaut le PIB de la France. Donc, quand la France parle, vous n'écoutez pas. Elle vient si elle veut. Mais si on veut gagner plus? Mais vous n'avez pas à gagner plus parce que c'est eux qui viennent vous supplier. Ils veulent faire les affaires avec vous, ils n'ont pas le choix. 1,6% de la CEAC, c'est 3 000 milliards de dollars, 1 800 000 milliards de francs CFA. Quand vous avez une telle puissance, vous ne parlez pas. Donc, vous devez être votre premier partenaire. Et le premier partenariat doit commencer au niveau des sous-régions. Il y en a 5 actuellement qui existent. Il faut qu'au minimum, on ait 5 États sous-régionaux. Celui de l'Afrique centrale, c'est 7 millions de kilomètres carrés, 300 millions d'habitants. Le Nigeria, je crois que ça tourne autour de... la CEDEAO, je crois que ça tourne autour de 7, 8, peut-être 9 millions de kilomètres carrés ou 10 millions de kilomètres carrés. Et ces gens-là sont près de 600 millions. Vous allez en Afrique australe, ils sont autour de 7, 8 millions. Ils sont dans ces eaux-là, eux aussi, autour peut-être de 300, 400 millions d'habitants. Vous allez en Afrique de l'Est, je crois qu'ils sont autour de 7, 8 millions de kilomètres carrés. À peu près. Vous avez toute l'Afrique du Nord, ils sont moins peuplés, ils sont peut-être 200 ou 250 millions, mais c'est à peu près dans les 5-6 millions de kilomètres carrés. Quand vous vous asseyez, vous parlez, les gens ne vous parlent pas n'importe comment. C'est-à-dire que les gens ne se disent pas et ne se font pas partenaires de votre État. C'est vous qui décidez que quelqu'un est votre partenaire ou pas. S'il le dit, alors que vous n'avez pas encore dit qu'il est votre partenaire, il en subit les conséquences. Parce que vous ne lui parlez pas. Et comme tout le monde est obligé de venir parler avec vous,
Vous êtes assis, vous attendez. Est-ce que les États-Unis se lèvent pour dire que nous, les États-Unis, on s'en va voir la Guinée équatoriale? Ils vont faire quoi là-bas? Ou on s'en va voir le Burundi? On va chercher quoi là-bas? C'est vous qui allez voir les États-Unis. Et c'est ça qui nous manque. C'est-à-dire que sur le plan stratégique, ce qu'il nous faut d'abord, c'est être nos propres partenaires. Et le premier niveau de partenariat stratégique sérieux que nous pouvons mettre en place, c'est de nous constituer en bloc suffisamment grand, suffisamment obèse pour que les autres, comme disait le docteur Ndouma, pour que les autres sentent la puissance. Ils doivent sentir la puissance. Parce que, madame, souvenez-vous, imaginez quand vous regardez les villages. Quand vous avez un village qui a 1000 habitants, qui a 200 maisons, et vous avez un autre village qui a 30 maisons, le championnat de football de vacances se joue où? Ça se joue où? Dans le village qui a 200 maisons. Les gens qui sont 200, ils viennent chercher quoi chez vous? Vous êtes 30. Ils viennent chercher quoi chez vous? C'est vous qui allez chez eux. C'est exactement la même chose. Nous sommes obligés tout le temps de nous lever. On va en France. Oh, tel président est en France. Il est en Allemagne, en Suisse, en Italie. Pourquoi? Parce que vous êtes un petit pays qui a 2-3 millions d'habitants, 30 millions d'habitants. Quand vous vous levez, la France ne peut pas venir chez vous. C'est vous qui vous levez, allez voir la France pour dire que vraiment on a besoin de quelque chose. C'est-à-dire que quand le président français arrive dans un pays comme la Guinée-Bissau, il vient dire, bon, on va vous faire un don de 21 millions, enfin un partenariat pour 21 millions d'euros. Pendant ce temps, les navires de pêche des Européens, des Français et des Européens, sont en train de faire perdre 2 milliards de dollars, ou entre 1,5 milliard et 2 milliards de dollars en Guinée-Bissau. Alors on vient leur donner 1000 fois moins. 1000 fois moins que ce qu'ils auraient gagné dans un rapport normal. Mais ils ne peuvent pas gagner ça parce qu'ils sont petits. Le seul moyen pour eux de gagner ça, c'est si c'était en CEDEAO, dans un État de l'Afrique de l'Ouest. Oui, parce que là, ce serait 500 millions de personnes qui parleraient. Or, quand 500 millions de personnes commencent à parler, vous êtes qui? Vous êtes la France, 60 millions de personnes. Mais qu'est-ce qui manque à ces pays ou alors de se réunir et former un et dire non à tous ces puissances? Ce qui leur manque, c'est ce que le gars, ce que le docteur Ndouma a dit au début. Les gens qui l'ont salué là, il leur manque le panafricanisme, il leur manque des panafricains. Il leur manque des panafricains qui sont capables de comprendre que tel que nous fonctionnons, ça risque d'être encore plus grave dans le futur. Parce que regardez les situations dans lesquelles nous sommes. Les Russes et les Ukrainiens tous là-bas, il n'y a pas de gaz à Douala. Vous pouvez comprendre ce que ça veut dire quoi? Alors que la ville nage sur un gisement de gaz. Limbe sur un gisement de gaz. Dédé à Kribi, gisement de gaz. Tout l'extrême nord là, gisement de gaz. Comment se fait-il qu'on manque de gaz chez nous? Parce qu'on n'a pas, le Cameroun tout seul n'a pas les moyens de l'exploiter. Et donc, les grandes puissances vont lui faire le chantage sur l'exploitation de son gaz et on va lui dire, pas du tout. Même s'il y a une entreprise qui est là, qui fait du gaz, cette entreprise va dire, je ne m'occupe pas de gaz domestique parce que ça ne lui rapporte pas grand-chose. Et donc, c'est d'autant plus que même les prix pratiqués, c'est parfois 3 fois plus cher, 4 fois plus cher que sur le marché international. Et or, vous pensez que s'il y avait l'état de la CEAC, donc l'état de l'Afrique centrale, avec les 11 pays qui constituent la CEAC aujourd'hui, vous croyez vraiment qu'on aurait eu un problème de gaz? On aurait eu des usines depuis pour régler ça. Vous voyez, on a des problèmes d'électricité ici, mais vous savez que le barrage d'Inga 2, je crois, ou Inga 3, alimenterait toute l'Afrique. Or, il faut 23 milliards de dollars. Je peux vous assurer que si vous avez tous les États de l'Afrique centrale réunis, ils peuvent trouver 23 milliards de dollars. Effectivement. Puisque je viens de vous dire que 1,6% de ce territoire vaut 3 000 milliards de dollars. Donc, il suffit qu'ils prennent 0,1% qu'ils vont hypothéquer, ça fait 30 milliards de dollars. Vous comprenez? Et ils financent ce barrage et on va commencer à faire de la cuisine à l'électricité. Puisqu'on a assez de puissance. C'est une projection stratégique. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que notre rôle est là de nous asseoir et de dire, ah oui, vraiment, nous, il faut un partenaire stratégique, c'est la Russie, c'est la Chine? Non. Le premier partenaire stratégique, c'est nous-mêmes. Voilà. Et lorsque nous aurons réussi ce partenariat stratégique, en organisant donc un État qui a sa monnaie, ça veut dire quoi? L'année dernière, on a pris par exemple en Afrique centrale 7000
7 milliards et demi de tonnes de matières premières à peu près. Ça représente 7500 milliards de dollars. On a vu ça. On a dit que tout le PIB de l'Afrique centrale est 571 milliards seulement. Donc, ça veut dire que c'est même pas un 15e, à peine un 15e de tous les revenus d'exportation qu'on aurait dû avoir. Un 15e. Où est passé le reste? Les autres 14 parts sont où? Donc, vous imaginez bien que si aujourd'hui, nous nous mettions ensemble et que nous avions dans notre monnaie l'État de l'Afrique centrale, et que ces gens-là sont obligés de payer en notre monnaie. Quand on vient, on ne paye pas notre monnaie, on paye en dollars. Docteur Ndouma, nous on contrôle ce qui se passe à la Federal Reserve Bank. On ne sait même pas. On ne sait pas comment. Or, même le franc CFA que 6 pays utilisent là, on sait même que ça se passe comment. On ne sait pas. Imaginez qu'on avait notre monnaie. On l'appelle comme on veut. Le Sango, le Oum, le Lingala. Vraiment, on fait comme on veut. Le Sawa, pourquoi pas. On l'appelle comme on veut. Pour vous résoudre notre monnaie avec notre banque centrale. Voilà. Et que les gens soient obligés de payer. Vous ne voulez pas 1 kilo de cacao, vous le payez en notre monnaie. Comme ça, ils payent en notre monnaie et c'est nous qui maîtrisons donc tous les éléments monétaires qui permettraient aux dirigeants à ce moment de se projeter, d'élaborer une politique économique sérieuse, une politique monétaire qui nous donnerait les moyens d'une politique économique sérieuse, pertinente, efficace et fondée, ayant pour unique objectif les intérêts et les aspirations de notre peuple. C'est à ce moment-là que vous pouvez aller chercher un partenaire. Parce que vous savez ce que vous voulez. Parce que vous avez les moyens d'obtenir ce que vous voulez. Il ne s'agit pas de vouloir les choses. Est-ce que vous avez les moyens de les obtenir? Vous cherchez donc, de cette façon-là, vous voyez que les autres, en venant chez vous, savent déjà que si nous voulons aller chez eux pour acheter quoi que ce soit, nous devons allonger la monnaie. Ils vont être obligés d'acheter votre monnaie. Ils n'ont pas le choix. Mais comme ils savent que c'est en leur monnaie même qu'ils vont vous payer, pourquoi vous voulez qu'ils fassent des efforts? Donc, vos partenaires stratégiques, c'est ceux-là. Et après, donc, quand vous avez votre politique monétaire, en fait, si vous voulez, votre vision de la société est clairement définie, vous commencez donc à voir de façon sectorielle, il y a un certain nombre d'éléments stratégiques. La sécurité, donc, générale. Vous avez des éléments comme la coopération monétaire internationale. Vous avez des éléments comme votre stratégie de recherche scientifique et technique, votre stratégie, disons, académique et de recherche scientifique. Quels sont les partenaires que vous devez avoir pour continuer à développer la recherche et le développement chez vous, pour continuer à avoir une formation de qualité. Vous avez des partenaires très spécifiques sur un certain nombre d'éléments comme les chaînes logistiques internationales. Vous voyez avec qui vous pouvez travailler dessus parce que vous êtes sûr qu'avec eux, vous avez la capacité de projection sur le monde sans que les aigris ou les jaloux ne puissent vous empêcher de faire quoi que ce soit. Donc, vous avez sur, par exemple, sur le plan industriel, quelles sont les projections que vous faites sur les secteurs que vous devez absolument maîtriser et les secteurs sur lesquels vous pouvez vous appuyer sur certains partenaires fiables. Mais ça, vous ne pouvez le faire que si vous êtes votre premier partenaire, que vous avez d'abord défini comment vous êtes, qui vous êtes, comment vous vous organisez et ce que vous voulez. Et ça, il faut que la première chose qui va permettre aux Africains de bien négocier, de bien identifier la structure, les types de partenariats qu'ils veulent, la structure de ces partenariats et de bien conduire ces partenariats, c'est d'abord de commencer dans le cadre des sous-régions à être leur propre partenaire, pas sous forme d'État. On ne va pas créer les trucs comme l'Union européenne. Vous voyez comment elle est bloquée. Mais imaginez si les Européens avaient un État européen aujourd'hui. D'abord, les Américains ne les feraient pas marcher. Et deux, croyez-moi, cet État européen serait assez puissant pour négocier d'une certaine manière avec les Russes. Mais aujourd'hui, vous avez des Lilliputiens qui viennent s'asseoir devant le président russe. Mais ils les regardent, ils disent, mais ces gars-ci, mais quel est leur problème? Et puis donc, ils gesticulent, ils bavardent. Oui, on va faire tomber leur économie. Les Russes les regardent. Et vous voyez qu'ils viennent après. Ce serait exactement la même situation, sauf que, croyez-moi, au bout d'un certain temps, ce serait encore plus puissant ici. Donc, voilà la dynamique des partenariats que nous devons mettre en place et qui seul peut donc nous permettre d'arriver pas au développement parce qu'on aura déjà... Le développement, ça commence d'abord par la définition de ce qu'on veut et le fait de se donner les moyens d'atteindre ce qu'on veut. Vous savez, au Cameroun, il y a ce mot qu'on appelle Himle. Ce n'est pas la foi. Hein. Ça n'a rien à voir avec la foi. J'ai déjà entendu les gens traduire ça parfois. Ça n'a rien à voir avec la foi. Le Himle, c'est la capacité qu'on se donne
de définir clairement ses objectifs et de se donner les moyens et la détermination de les atteindre. C'est ça qu'on appelle le Himmler. Voilà comment on structure les choses. Et dès que vous faites ça, vous n'avez même plus besoin d'être belliqueux, de chercher la guerre aux autres. Vous n'avez même plus besoin d'être, comment on appelle ça, quand quelqu'un vous a fait du mal, vous lui pardonnez. Vous n'avez pas besoin d'être rancunier. Parce que vous vous dites, bon, tant qu'à faire. Je me suffis. Pas que vous. Oui, déjà vous vous suffisez, mais surtout, vous vous dites, à compter de maintenant, hier, ceux qui ont dominé mon peuple, qui l'ont écrasé, qui l'ont humilié, qui l'ont mis en esclavage, qui l'ont maltraité, qui ont commis des génocides sur mon peuple, à compter de maintenant, je peux discuter d'égal à égal avec eux. Ce n'est pas une demande pour aller dire je voudrais discuter avec vous d'égal à égal. Non. C'est que vous construisez ce qu'il faut. Des objectifs, donner les moyens et vous déterminer à atteindre ces objectifs. C'est ça qui fait que les autres se disent il vaut mieux qu'on aille discuter avec lui. Et à ce moment, vous les attendez. Et c'est ça les vrais partenaires stratégiques que vous allez définir. Merci, docteur Yamtiba. Docteur Douma, est-ce que la quête de ces partenaires stratégiques-là est vraiment nécessaire pour l'essor de l'Afrique? Au-delà de ce que le docteur Yama dit, parce que je retiens particulièrement qu'il faut tout faire pour améliorer le niveau des échanges intra-africains. Et ça, c'est un gros problème, c'est un gros déficit. Les balances commerciales sont pratiquement toutes déficitaires parce qu'on importe tout jusqu'au cure-dent dans mon pays, le Cameroun. C'est vraiment difficile de comprendre qu'avec tout ce que nous avons en Afrique et qui est sollicité véritablement par les Occidentaux et les autres, qu'on soit en train de tout importer pratiquement et que évidemment les balances commerciales soient toujours déficitaires, y compris les balances financières. Donc je fais mienne tous ces développements pertinents. C'est un pléonasme que de le dire pour lui. Maintenant, il est important qu'on ait d'autres partenaires parce que vous l'avez évoqué dans votre questionnement, l'Afrique n'est pas un pays. L'Afrique, c'est 54 États. Nous avons des agglomérations communautaires, mais même au sein de ces agglomérations communautaires, il y a des disparités, que ce soit dans la vision, que ce soit dans les actes qui sont posés, etc. Et au-delà de ces disparités, il n'y a que la politique du chaos qui est un instrument puissant des impérialistes, continue de faire son bout de chemin. Les impérialistes font tout pour continuer de déstabiliser davantage, parce que c'est en créant le désordre, en créant le chaos, qu'il y a les possibilités de continuer de piller. Parce qu'en ce moment-là, le chef d'État n'a plus aucun contrôle de l'espace géographique dont il est supposé être le véritable chef. Donc, à partir de ce moment-là, il faut qu'on combatte cette dynamique qui tend à dire que nous allons continuer de vous déstabiliser par tous les moyens, nous allons continuer d'instrumentaliser. Et là, c'est quand on le dit, pour la plupart des pays africains, la France me vient tout de suite à l'esprit. Et on a compris qu'à travers la France, il y a le Royaume-Uni, il y a surtout les États-Unis. Donc, les États-Unis qui sont quand même une superpuissance qu'il ne faut pas négliger. Donc, à partir de ce moment-là, nous devons chercher, n'est-ce pas, des partenariats qui puissent opposer une certaine force. Parce que pour arrêter le pouvoir, il faut le pouvoir. Et c'est d'ailleurs pour ça que le président Poutine a lancé l'opération spéciale en Ukraine, parce que il estimait qu'il est déjà suffisamment puissant pour pouvoir défier les Occidentaux. Donc, et à côté de ça, il y a les endocolons, il y a des chefs d'État qui sont africains de peau, mais qui sont plus impérialistes que des impérialistes en Occident, qui sont là avec nous, qui sont nos frères et sœurs. Et donc, pendant que nous essayons de renforcer les échanges intra-africains, il est important
de développer cette puissance-là progressivement pour que on puisse mettre hors d'état de nuire tous ces terroristes préfabriqués, tous ces djihadistes téléguidés qui sont financés par les impérialistes, qui sont informés par eux, qui sont équipés par eux, etc. etc. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'on aura une approche qui va prendre en compte ne serait-ce que ces deux aspects, parce que si aujourd'hui on est en train de parler d'une éventuelle bipolarisation, mais moi je parle d'une oligopolarisation, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis d'un côté avec l'Union européenne et puis de l'autre côté la Russie. Il y a la Russie, oui, mais il y a la Chine qui en elle-même est une superpuissance. À mon avis, la Chine c'est une superpuissance sur tous les plans, que ce soit sur le plan du hard power, c'est-à-dire voilà, la puissance militaire, hein, la puissance avec le régime des sanctions qui n'applique pas beaucoup, mais qui est l'arme la plus utilisée par les Américains et leur suite. Donc, on a ça, mais il y a des pays qu'on n'évoque pas assez. Par exemple, la Corée du Nord, on en parle très rarement. Mais c'est pas évident de s'attaquer à la Corée du Nord aujourd'hui. Hein. Les Américains réfléchiraient par deux fois. Ouais. Donc on a là au moins déjà 4 pôles qui se dessinent. Et moi je pense que l'Afrique devrait être l'un des pôles. Et évidemment, pour cela, il faut que ce que nous disons ici et ce que beaucoup d'autres spécialistes disent soit mis en œuvre, soit véritablement mis en œuvre, parce que il est difficile de comprendre qu'un petit pays, même s'il est petit, hein, petit en termes de surface géographique, je sais pas, le Liechtenstein, lui, est-ce que le Liechtenstein est un grand pays? Mais non, du tout. On n'en parle pas. Est-ce que le Vatican est un grand pays? Oui. Donc, je peux citer... Est-ce que la Suisse est un grand pays? Mais on ne peut pas facilement parler de ces pays-là, de ces petits pays en Occident, n'importe comment. Mais comment ils font pour être à ce niveau d'influence? Ils se sont démarqués. Donc au-delà de la surface géographique, je pense qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent conditionner le développement de cette puissance africaine vis-à-vis des autres pour imposer le respect et faire venir vers nous les gens qui vont sentir qu'ils doivent se déplacer pour venir vers nous. Parce qu'ils estiment que s'ils ne viennent pas, ça risque d'être très dangereux pour eux. Vous savez, un pays comme la France, dont le nucléaire vide l'uranium du Niger. Si le Niger décide d'arrêter d'abord cette affaire-là, même pendant 3 mois, 6 mois, vous pensez que la France va rester tranquille? Mais ce n'est pas des histoires que je vois que l'ambassadeur des États-Unis au Tchad est allé s'agenouiller. Je ne sais pas où ils ont pris cette image-là. Mais vous allez voir comment la France va véritablement s'agenouiller devant le Niger. Mais l'autre question, c'est mais pourquoi ils ne le font pas? Justement, qu'est-ce qui les empêche? Donc maintenant, s'ils ne sont pas suffisamment audacieux, mais vraiment, ces chefs d'État-là, il faut qu'ils dégagent le plancher. Il faut qu'ils dégagent le plancher et qu'ils laissent la place aux Africains qui sont convaincus, qui sont capables de le faire. Parce que, au-delà de tout ce que nous disons là, c'est d'abord la parole. Justement, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, la fermeté de ces chefs d'État africains. Tout à fait, la fermeté. Donc, il faut d'abord pouvoir décider de le faire. Et il a bien fait de nous définir ce que c'est que le Hemley. Les gens, ils ont bien compris. Donc, c'est d'abord une question de stratégie. Où est-ce que je veux conduire mon pays? Et à partir de ce moment-là, tout le reste va s'accorder pour aller dans ce sens-là. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments pour lesquels on se dit, nous sommes en retard. Donc, il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes, nous devons les faire davantage. Et il y a des choses pour lesquelles, comme on aura toujours une puissance en face qui veut s'opposer à notre développement,
on aura toujours des pilleurs qui font tout pour continuer de piller. Nous aurons toujours des gens, des oppresseurs, des violeurs. Nous aurons des gens qui vont nous imposer leur hégémonie, etc. En ce moment-là, on voit dans quelle mesure on passe des partenariats externes. Ça peut être avec des pays qui ont déjà fait leurs preuves. C'est certainement pas avec la France. La France est là depuis avant la colonisation, jusqu'à présentement encore. Mais on a vu ce que la France a fait. Elle a fait pire que rien. Oui. Parce que tous les pays où elle a été présente, où elle est présente, on l'a vu, on peut comparer. Voilà. Ouais. Donc, ça ne rentre même plus dans le panier de partenaires stratégiques pour l'Afrique. Oui. Il est maintenant question de faire disparaître totalement la France avec toutes ses ramifications, hein, et puis progressivement de donner la possibilité à d'autres puissances qui nous considèrent comme des partenaires, n'est-ce pas, et qui vont évidemment renforcer notre puissance vis-à-vis des pays même comme la France qui ne veulent pas partir. Voilà. Oui. Donc voilà un peu la question. Donc il y a la Russie qui a déjà fait ses preuves, qui a développé un certain nombre de partenariats déjà avec l'Afrique sur des décennies, qui a une histoire qui montre que la Russie ne s'est jamais interrogée sur comment faire pour coloniser tel ou tel pays. Effectivement. Et Oui. la Russie elle-même, elle a été tellement victime des mensonges des Occidentaux qui font des accords qui ne respectent pas. Ces accords doivent être respectés par les autres, sauf par eux-mêmes. Ils les violent et ils donnent l'impression que ce sont eux qui sont des victimes. Donc, la Chine, jusqu'à présent, il y a eu des partenariats avec l'Afrique sur le plan surtout économique. Il est important de dire que la Chine, elle a plusieurs avantages. Il y a des avantages commerciaux, même si je ne suis pas de l'avis que on prenne presque tout ce qui vient de la Chine. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le docteur Yam a évoqué la politique d'impôt-substitution, mais vraiment des concepts qu'on développe comme ça et on balance. Je suis des politiciens, des ministres parler de politique d'impôt-substitution. Mais le commerce international a des règles bien connues. Oui. Des règles bien connues. Soit vous pratiquez le protectionnisme, ok? C'est-à-dire que vous privilégiez d'abord ce qui est produit chez vous par vous-même, soit vous privilégiez le libre-échange, ce sont les deux extrémités, ou alors vous faites une combinaison en regardant les avantages comparatifs, les avantages absolus, etc. Donc je ne dois importer que ce dont j'ai besoin, ce dont la production sur femme me coûterait très cher et que je ne pourrais pas être compétitif. Et donc exporter tout ce qui est demandé à l'extérieur et dont j'ai les capacités de production sur place. Donc, on ne le fait pas. Jusqu'à présent, on ne l'a pas fait. C'est pour ça que nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes, ne serait-ce qu'au niveau du Cameroun et bien d'autres pays de la zone CAC. Alors, subitement, on vous lance import-substitution. Comme si c'était une innovation extraordinaire et qui cache des choses très compliquées. C'est simplement ce que je viens de dire là, qu'on ne fait jamais. Et tout le monde le sait. Qu'il faut fonctionner comme ça pour que ça marche. Donc, quand on a des frontières poreuses à tout ce qui entre, tout ce qui vient de l'étranger, y compris des drogues que les enfants prennent, qu'ils achètent à 25 francs, etc. Mais on est encore loin du bout du tunnel. Vous voyez? Donc, il faut des décisions, et ça n'a rien à voir avec des partenaires externes. Il faut des décisions qui montrent que nos chefs d'État ont compris, ont la volonté, au-delà de la volonté, ont cette audace-là de pouvoir prendre ces décisions. Et le désir aussi. Le désir de pouvoir prendre ces décisions-là. Et je vous assure, comme ce sont des décisions généralement stratégiques, c'est-à-dire dont l'impact est total sur tout le pays, une seule décision peut changer la vie des populations. Une seule décision. Je vous prends l'exemple d'une interdiction, par exemple, d'exportation de billes de bois. Si on décide aujourd'hui, par exemple, au niveau du Cameroun,
qu'une bille de bois ne sort plus sous la forme brute, vous n'imaginez pas combien de milliers d'emplois seront créés sur place. C'est la simple décision comme celle-là. Et qu'ils ont la loi existe. Ah, la merci. loi existe. Et depuis 24 ans. Merci. Donc, la loi existe depuis 24 ans, mais tous les jours, nous voyons le balai des grumiers qui vont directement au port et qui disent... Mais c'est compliqué quand même de comprendre ça. Voilà. Vous comprenez, hein? Oui, c'est quoi parce qu'il faille faire de grandes études, etc. pour pouvoir gérer des choses comme ça. Donc nous avons marre de cette manière de fonctionner, de nous gérer. Ceux qui ne sont plus capables, qu'ils dégagent le plancher. Merci. Parce que il y a des gens qui sont capables de le faire et qui veulent le faire. Merci, Dr Ndouma. Dr Yab, est-ce qu'on ne devrait pas s'interroger sur la manière dont les chefs d'État africains gèrent les pays africains? Parce que ce sont eux qui signent ces partenariats avec ces puissances-là. Donc, il faut bien qu'ils soient fermes. Est-ce qu'on doit s'interroger sur la manière dont ils gèrent voilà, leur pays? Parce que ce sont eux et qui signent ces partenariats. Quand j'étais en classe de 4e, j'avais un enseignant. Et nous l'appelions Chao, enseignant d'histoire et géographie. C'est lui qui, quand vous avez fait un mauvais devoir, il vous regardait en souriant, il avait une barbiche. Vous savez, 0 n'est pas la plus petite note. C'était pour dire quoi? C'était pour dire que la plupart de nos chefs d'État sont largement en dessous de 0 en matière de vision, de capacité, de stratégie, de résultats, etc. Il ne faut pas du tout que nous confondions, si vous voulez, les transformations mécaniques de l'espace. Parce que vous avez beaucoup de chefs d'État qui vous disent « Oui, mais on a créé beaucoup d'emplois cette année. » Mais quand vous leur demandez vous-même, vous avez fait quoi pour ça? Il n'a rien fait. Parce que c'est des éléments mécaniques. Vous avez eu, au cours de cette année-là, de jeunes gens qui ont atteint 21 ans, qui ne peuvent plus faire les mêmes activités que les jeunes gens qui ont 12 ans. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait quelque chose qui se fasse mécaniquement sans qu'il n'ait rien fait. Quand vous prenez une ville comme Douala, quelle est la dernière fois que vous avez l'État construire un immeuble de 10 étages ici? Ça date. Tout à fait. Quand? Ça date exactement des années 70. C'était en 1975. La dernière fois que l'État du Cameroun a construit un immeuble de 10 étages à Douala, c'était en 1975. Donc, vous voyez que toute la ville, là, le fameux skyline de Douala, c'est des ajustements mécaniques. Du coup, vous comprenez que, en fait, la question aujourd'hui pour moi, ce n'est pas les chefs d'État. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous voulons? Où allons-nous? Et que devenons-nous? Parce que lorsque vous avez, dans la plupart de nos pays, surtout ceux où on utilise le franc CFA, les ministres du commerce passent le temps à faire une litanie hebdomadaire ou mensuelle de « Ouais, nous avons encore 3 mois de taux de couverture. » Mais monsieur le ministre, le commerce ne consiste pas essentiellement à importer. Le commerce insiste, là je ne vais pas revenir sur ce que le docteur Ndouma disait, mais le commerce consiste à dire « Nous avons exporté tant. » Pourquoi on sait jamais? Pourquoi il ne parle jamais de ce que le pays a gagné? Il parle toujours de ce que la France a retenu dans le compte d'opération du Trésor français et qui nous permettait de couvrir les importations pendant 2-3 ans. Puisque la règle, c'est qu'il faut au moins 3 mois de taux de couverture. Et d'ailleurs, il ne parle jamais du compte de nivellement où part de l'argent qu'on ne voit jamais. Nous ne pouvons pas développer nos chefs d'État aujourd'hui. Là, on parlait de partenariat stratégique. J'ai commencé par un certain nombre d'éléments. L'autre élément, c'est que les partenariats stratégiques requièrent des hommes d'un certain calibre, d'une certaine qualité. Parce que tout cela, ça fait partie des ressources. Nous lions quoi à quoi? Vous ne pouvez pas... Effectivement, lorsque le docteur Ndouma parle de Liechtenstein, je crois que le prince de Liechtenstein, il doit avoir 200 000 hectares de forêt au Brésil, quelque chose comme ça, en tout cas dans ces eaux-là. Vous avez des gens comme ça qui ont du soft power. La Suisse, le Vatican, Liechtenstein, Monaco, qui sont très connus, en fait qui ne représentent rien sur le plan territorial, géographique, moins encore sur le plan démographique, mais qui sont là. Le Qatar, Dubaï, ils ne représentent rien. Sur le plan géographique, c'est tout petit comme ça. Sur le plan démographique, c'est quasi inexistant. Mais regardez le soft power développé, regardez la qualité de leur développement. Mais il y en a d'autres qui sont des pays qui sont de bonne taille,
et qui ont su trouver leur place. La difficulté, et ce que nous devons très bien percevoir, c'est que la trajectoire de l'Afrique au cours des 5 derniers siècles est une trajectoire assez particulière, qui nous oblige, nous, à ne pas aller dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'un pays comme la Guinée équatoriale ne peut pas se permettre d'imaginer qu'il va devenir le Koweït ou, je ne sais pas, Dubaï. Il faut éviter ça. Nos pays devraient aller plutôt dans le sens des grands ensembles. Mais vous ne pouvez, petits ou grands ensembles, ce qui compte, c'est la qualité des dirigeants, la vision. J'ai eu la chance de lire le livre du prince de Dubaï, Ibn Khalifa. Mais quand vous regardez comment il se projette pour son pays, vous comprenez que c'est... Qu'importe, si le monde l'aime ou ne l'aime pas, ou il fait des choses à l'extérieur, c'est pas de ça qu'il est sujet ici. Ce dont il est sujet ici, c'est comment il voit, comment il se projette pour son pays, à lui. Est-ce que nous voyons ça ici? Quand vous avez les présidents africains qui écrivent, ils commencent à vous raconter des histoires sur les grandes théories philosophiques pour certains, pour d'autres, bon, qui sont jamais approximatifs parce que c'est une autre question, ou alors ils vont se lancer dans des choses, ils veulent vous raconter. D'ailleurs, la plupart, c'est ceux qui ont pris leur... ceux qui ne sont plus au pouvoir, qui écrivent, et qui vous rappellent, qui vous racontent plutôt des choses de leur rancœur que les erreurs qu'ils ont commises, les projections et les conseils peut-être qu'ils peuvent donner. Ce n'est jamais ça. Ils vous racontent des histoires du genre, vraiment, quand vous êtes au pouvoir, tout le monde est là. Quand vous n'êtes pas, tout le monde n'est plus là. Mais monsieur, on s'en fout. Vous étiez au pouvoir, vous avez fait quoi? C'est ça qui nous intéresse. Que les gens vous aient aimé, vous n'êtes pas aimé. Est-ce que vous étiez là pour que les gens vous aiment? Vous étiez là pour faire votre travail. Et puis, si vous n'aviez pas la force ou la capacité de faire le travail, vous n'aviez qu'à démissionner. Vous êtes resté quand même. Surtout que vous avez été élu pour faire ce travail. Attendez, donc. Je ne comprends pas. Il y en a vraiment qui m'étonnent. Donc, aujourd'hui, le fond du problème, à mon avis, c'est la capacité des ressources humaines. Nous devons commencer dès aujourd'hui, je vous ai dit, bientôt, c'est un processus qui va commencer, à labelliser ceux qui peuvent se réclamer du panafricanisme. Vous n'êtes pas panafricaniste en Afrique, nous saurons que vous ne défendez pas les intérêts de l'Afrique. Parce que les intérêts de l'Afrique sont connus et simples. Et si vous ne pouvez pas défendre les intérêts de l'Afrique, vous avez un sérieux problème. Un sérieux problème. Nous sommes le seul continent. Mais regardez les Européens dans la guerre économique qui les oppose aux États-Unis et que les gens présentent comme étant une crise économique mondiale. Mais vous voyez que les Européens ont tous la même position. Comment ils font pour arriver à ce que tout le monde ait subitement la même position dans ce pays? Parce que les intérêts européens sont clairement connus des Européens. Celui qui n'est pas d'accord quitte l'Europe. Il y a l'acteur français là qui est parti en Russie. Il a dit que lui, il n'est pas d'accord. Il est parti. Et on l'a laissé partir, on ne va pas l'arrêter. C'est son problème, c'est son choix. Mais si vous êtes en Europe, vous défendez les intérêts des Européens. Si vous êtes aux États-Unis, vous défendez des intérêts des Américains. On ne peut pas être en Afrique et les gens défendent systématiquement ou beaucoup plus souvent les intérêts de ceux qui ont violé leur grand-mère, qui ont vendu leurs ancêtres comme esclaves. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas chez les Africains. Nous manquons de dignité à ce point. Moi, je ne comprends pas. Donc, nous devons être sérieux. Et la qualité des hommes qui dirigent nos pays doivent être des hommes marqués idéologiquement. Parce qu'il nous faut une vraie orientation, une vraie perspective de compréhension et de projection de l'Afrique qui nous permettent d'être sûrs que telle personne fera le bon travail. Vous ne pouvez pas, en lançant un satellite, en voulant placer un satellite, vous ne pouvez pas faire un lancement n'importe comment. Il y a un axe, il y a des déterminants spatio-temporels que vous devez respecter. Donc nous, en Afrique, vous avez des gens qui dirigent nos pays et qui, manifestement, ne sont pas à la hauteur et qui vous donnent toujours, qui justifient toujours ce qu'ils n'ont pas su faire par ce qu'ils étaient en train de faire. Mais vous êtes président de la République, est-ce que vous croyez qu'il y a un moment où une partie du pays s'arrête de vivre parce que vous êtes en train de vous occuper de quelque chose d'autre? Le pays doit vivre au même moment et c'est pour ça que vous avez non seulement tout un gouvernement, mais d'autres institutions autour de vous, ainsi que la totalité des ressources humaines du pays. Il n'y a pas une ressource humaine dans le pays qui n'est pas à la disposition du président. Oui, effectivement. Il n'y en a pas une seule. Si le président fait appel à vous et vous dites que vous ne voulez pas, vous partez. Parce qu'on ne comprendra pas pourquoi vous ne voulez pas être à la disposition du président et vous vivez quand même là. Vous profitez donc de ce que les autres font et vous-même ne voulez pas contribuer. Donc, quand on tient compte de tout cela, on dit, d'abord nos partenaires stratégiques, il faut déjà des gens, des visionnaires qui sachent
les définir, les formuler. Oui. Il faut qu'il y ait des visionnaires qui sachent les formuler. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui pensent que l'Afrique est à la croisée des chemins. Nous sommes dans un dilemme, il faut faire un choix. Nous sommes devenus l'âne de Buridan qui doit choisir entre boire et manger. Mais l'âne n'a pas à choisir entre boire et manger. L'âne doit manger, doit boire. Donc l'âne peut laper un peu d'eau, ensuite manger et après revenir boire tranquillement. Oui. Donc les Africains ont à avoir une certaine flexibilité intellectuelle, une certaine flexibilité idéologique même, une certaine flexibilité politique qui va donc leur permettre d'adresser la totalité de la vie. La totalité de la vie dans laquelle ils sont engagés, sans que, et je répète, sans que nous soyons contre qui que ce soit. Les Africains ne sont pas là pour perdre leur énergie, leurs ressources, leur temps, tout ça, pour être contre les gens. Nous sommes là pour être pour notre souveraineté. Et dans le cas de votre sujet, cette souveraineté passera par un certain nombre de partenariats stratégiques et nous devons donc pouvoir les formuler de la meilleure manière possible. Le premier partenariat stratégique, c'est entre nous-mêmes. C'est avec nous-mêmes. Que voulons-nous? À partir de là, nous allons faire un réseau, nous allons structurer ce qui est la bonne base pour que nous puissions nous projeter. Le parcours historique de l'Afrique est extrêmement difficile. Il est parsemé de beaucoup d'humiliations et beaucoup de souffrances. Donc, pour que demain, un pays ne soit pas pris en grippe et ne soit pas violenté davantage par les puissances prédatrices de l'Afrique aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle, parce que ce pays-là aurait montré des velléités d'indépendance, la raison pour laquelle nous disons qu'il faut les grands ensembles. Parce que quand on prenait le cas par exemple d'un pays comme le Mali ou la RCA, la Russie ne peut pas soutenir tous les pays du monde. Effectivement, oui. Ne peut pas. D'abord, la Russie n'a pas 1 milliard d'habitants, elle n'en a que 200 millions. Ne peut pas, et elle-même, elle a 17 millions de kilomètres carrés qu'il faut protéger. Donc la Russie ne peut pas soutenir tout le monde. La Russie peut marquer le coup au Mali, à RCA, peut-être au Burkina un peu, et dans peut-être 1 ou 2 autres pays. Mais la Russie ne peut pas soutenir tous les pays. Parce que il est dans la nature une loi, c'est que vous devez d'abord avoir votre propre dynamique de développement pour bénéficier même d'un soutien qui pourrait venir d'un vrai allié. Et donc, aujourd'hui, compte tenu de cela, la Russie ne peut pas soutenir tout le monde individuellement. Nous ne pouvons pas rester dans la logique de développement de pays comme Dubaï ou Qatar, c'est-à-dire chacun pour soi, etc. Nous sommes la dernière frontière, tout le monde le dit. La France dit que l'Afrique est son avenir. Les Américains disent que c'est la dernière frontière. En fait, nous sommes la cible de tout le monde. Les États-Unis ont une chance extraordinaire, c'est que n'ayant pas été directement colonisateurs en Afrique, sauf s'il y a le point d'interrogation et la tâche Diego Garcia que nous ne comprenons pas. Ils expliquent que c'est pour des raisons géostratégiques pour contrôler l'océan Indien, mais ça n'a rien à voir. Vous ne pouvez pas débarquer et prendre les choses chez les gens parce que vous avez vos intérêts. Pas du tout. Mais les États-Unis ont cette chance que, n'ayant pas été directement colonisateurs en Afrique, eh bien, ils peuvent être parmi les partenaires privilégiés que l'Afrique peut avoir. Parce que pour qu'on se développe, il va falloir classifier tout ça. Et les pays comme la Chine n'ont aucune envie de se mêler de certains types de problèmes en Afrique. Nous devons tenir compte de tous ces paramètres-là pour justifier les choix que nous allons faire. Est-ce que ça va être d'être seul, c'est-à-dire qu'un pays comme le Cameroun dit, bon, moi, vraiment, je vais me débrouiller et je vais voir dans quelle mesure je peux devenir comme la Corée du Sud. Le problème, c'est que les conditions qui ont permis que la Corée du Sud soit ce qu'elle est n'existent pas pour le Cameroun. Ça n'existe pas. J'ai entendu un monsieur dire que le Cameroun doit passer de l'immobilisme à la mobilité pour se développer. Je n'ai pas très bien compris de quoi il parlait. Les bases, les prérequis pour ça, clairement, le Cameroun ne les a pas. Et je me suis demandé s'il fallait prendre un copier-coller de réflexion sur les États-Unis, je ne sais pas sur quel pays dans le monde, et venir les plaquer sur le Cameroun, alors que nous avons une histoire, une trajectoire historique totalement différente, et des ressorts anthropologiques, culturels, ainsi que
des bases, des fondements de formation, hein, qui ne sont pas nécessairement les mêmes, encore moins les relations internationales, les partenariats stratégiques et internationaux qui ne sont pas de même nature et qui n'ont pas forcément la même envergure. Donc, tous ces éléments-là nous amènent souvent à dire que nous devons, dans le cadre actuel, penser qu'il n'y a pas un partenaire privilégié pour nous. Il y a pour nous des alliés objectifs éventuels. Un allié objectif, c'est un allié qui partage une communauté de vision avec vous. Y a-t-il, et donc la question sera, y a-t-il dans le monde aujourd'hui des pays qui sont contre l'unipolarisation hégémonique, des pays qui sont contre le capitalisme sauvage et prédateur, des pays qui sont contre la théorie du chaos, qui généralisent donc le terrorisme et on appelle des mercenaires, des djihadistes, des gens qui n'ont jamais distribué le Coran, des gens qui ne construisent pas des mosquées, des gens qui ne convertissent personne, des gens qui ne font jamais les prêches islamiques, mais on les appelle des djihadistes, alors que tout le monde sait que c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a dans le monde des pays aujourd'hui qui veulent s'affranchir de l'emprise, de la domination, de l'influence de pays qui nous pillent, qui nous dominent, qui nous influencent depuis 5 ans. Si nous apportons, cette réponse nous permet de dégager exactement quels peuvent être nos alliés objectifs. Et ces alliés objectifs-là sont dans des pays avec lesquels nous pouvons travailler. Mais il faudra au préalable, je le répète, avoir organisé notre propre espace, avoir décliné et formulé et élaboré notre propre partenariat stratégique interne. Est-ce que dans le cadre de... Aujourd'hui, on parle de la fusion de la CEAC. C'est quelque chose de très bienvenu parce que quand nous en parlions il y a 5 ans, dans un ouvrage, on nous a ri au nez. Mais je suis très content qu'il y ait cette évolution. Dans le cadre, par exemple, de la CEAC aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? Construire une sorte d'Union européenne, c'est-à-dire, il y a chacun est un petit pays là, et puis au-dessus, il y a une sorte de commission qui gère. Ça apporte quelle valeur ajoutée? Ou alors, être plus déterminé, plus volontariste, et aller vers un État qui soit l'État d'Afrique centrale. Parce que la Chine, que vous voyez aujourd'hui, n'était pas comme ça en 1949. Effectivement. Parce que les États-Unis n'étaient pas comme ça en 1776. Donc, il y a eu une évolution. Ce n'est pas forcément de la même manière. Chaque pays a connu sa trajectoire et son parcours. Mais aujourd'hui, nous devons aller vers ces grands ensembles parce que nous avons été attaqués hier, pillés hier, dominés hier pour une ou deux raisons fondamentales. Et la première était que nous étions fragiles. Et nous devons donc, comme nous savons, nous avons identifié ce qui a permis aux autres de nous dominer hier. Eh bien, la première chose que nous faisons, c'est que toutes ces faiblesses que nous avons imaginées, toutes ces menaces-là, nous les traitons. Et nous voyons donc maintenant qu'est-ce qui est opportun de faire pour nous, qu'est-ce qui nous donnerait de la force. La puissance que nous devons construire repose sur quoi? Est-ce que le soft power d'un pays africain aujourd'hui aurait du sens? Est-ce que ce serait même possible? Combien de temps ça prendrait pour le construire? Est-ce que le hard power ne serait pas la bonne base qui pourrait nous donner donc le soft power dont nous avons besoin? Toutes ces interrogations-là sont de nature à nous donner, à nous permettre d'avoir la bonne voie, de voir quelle est la meilleure perspective et de trouver finalement quels sont les déterminants essentiels sur lesquels nous devons nous fonder pour construire tout ce que nous avons à construire et d'atteindre les objectifs que nous nous fixons. Merci, docteur Yamtimba. Docteur Ndouma, je me retourne vers vous. Est-ce que l'Afrique ne peut-elle pas bâtir son propre modèle économique, se partant de ses ressources naturelles, au fin d'être une destination incontournable dans le monde? C'est ce qu'elle doit faire dans le cadre d'une vision et d'un leadership conforme aux aspirations des Africains. Nous nous réjouissons que la CEMAC et la CEAC décident finalement de devenir la CEAC. Je ne sais pas si ça va s'appeler CEAC. Ils disent que ça va s'appeler CEAC. Voilà, donc, mais bon, qu'est-ce qui a empêché la CEMAC et la CEAC jusqu'aujourd'hui d'avoir un taux d'échange de moins de 3%? Qu'est-ce qui a pu empêcher cela? Est-ce que pour, par exemple, mettre en place des conditions pour
la libre circulation des marchandises, est-ce qu'on a besoin forcément que nous soyons, qu'il y ait une seule communauté qui pourrait être une communauté étatique? Parce que il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites et qui risquent de ne pas être faites même quand cette fusion-là, entre guillemets, va avoir lieu. Parce que pour accélérer les échanges entre deux pays, il faut créer des conditions pour que les marchandises circulent facilement et de manière moins chère. Parce que donc il faut briser un peu les barrières douanières et fiscales, etc. Parce que vous devez encourager une politique incitative dans le cadre de ces échanges-là. La deuxième chose, si les marchandises circulent un peu plus facilement, on doit voir dans quelle mesure les individus devraient également circuler facilement, aisément. C'est-à-dire que les conditions pour qu'on se déplace d'un pays à un autre soient allégées, qu'il n'y ait plus de visas avec les montants exorbitants, avec des tracasseries, que chaque pays ait sa carte d'identité qui n'est pas reconnue par l'autre pays, etc. L'autre troisième point, c'est que vous devez avoir une vraie monnaie. Parce que ces pays, pour la plupart, ont un jeton de casino, comme dit souvent un de mes amis. C'est pas une monnaie, c'est pour ça que ça ne peut pas faciliter les échanges. Donc, ces éléments pour nous sont importants parce que c'est tout ça qui va faire en sorte que le taux d'échange augmente et qu'on sente qu'il y a une certaine dynamique qui se met en place. Parce que ces regroupements-là ont pour objectif d'améliorer les conditions de vie des citoyens qui sont ne serait-ce que dans cet espace-là et d'améliorer également la capacité compétitive de l'espace par rapport aux autres espaces. Donc, lorsque ce n'est pas fait, on peut décréter que dans 2 ou 3 mois, il y aura, au lieu de 6 pays d'un côté et 5 de l'autre, qu'il y aura finalement 11. Je ne suis pas pessimiste. J'interpelle simplement les différents dirigeants qui ne continuent pas de nous vendre des concepts administratifs et juridiques, hein, avec des concepts budgétivores, n'est-ce pas? Alors qu'en réalité, ça ne nous apporte rien de plus. Lorsque je l'ai évoqué, dans ma première prise de parole, j'ai fait allusion à la puissance, et une puissance qui peut véritablement aussi être une réflexion pour les pays africains. Votre question, c'était de me demander si les pays africains ne peuvent pas s'appuyer sur leurs ressources pour pouvoir quand même, je paraphrase un peu, pour pouvoir faire la différence. Parce que si, sur le plan international, avec l'évolution que nous connaissons, aujourd'hui nous sommes à l'ère du numérique, si sur ce plan-là, avec pratiquement 6 milliards d'individus, de citoyens connectés en temps réel, sur moins de 8 milliards d'habitants dans le monde, c'est une donnée qui est bouleversante sur le plan commercial et sur le plan des échanges dans tous les sens. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas se plaire, n'est-ce pas, à créer des comptes à Facebook. Quelqu'un a mangé son bongo chobi ou c'est pas moi quoi, ou du bon doyen et tout ça, il se filme, il balance à Facebook, etc. Les gens s'insultent, etc. Pendant ce temps, l'entreprise devient multimilliardaire et est parmi les entreprises les plus riches du monde. Est-ce que les pays africains sont incapables de créer une entreprise qui pourrait, dans la vision, être un futur concurrent, un challenger de Facebook? Est-ce que la technologie... même bénéfique pour l'Afrique. Alors, est-ce que ce serait... Alors, Amazon
est-ce que les Africains ne seraient pas capables, peut-être qu'il y en a déjà, mais ce n'est pas assez connu, de créer une espèce d'Amazon Afrique pour que les Africains ne soient pas toujours obligés de consommer ce que les Américains ont créé, ce que les Chinois ont créé, ce que les Russes ont créé, etc. À partir du moment où on a la capacité de le faire. Lorsque le feu président Kadhafi, avant qu'il ne soit assassiné, l'une des choses qu'il a faites, c'était de mettre en place un satellite. Ascom. Il a mis en place un satellite Ascom pour l'Afrique. Il a décidé, avec ses pairs, de créer une banque centrale africaine, de créer un fonds monétaire africain, etc. Donc, il s'est appuyé sur des outils bien précis pour essayer de commencer la libération de ce merveilleux continent. Donc, donc, sur le plan des hommes d'affaires, des entrepreneurs, même si ce sont les dirigeants politiques qui doivent intégrer ça véritablement dans leur feuille de route, quand ils font leur campagne et quand ils sont élus démocratiquement et qu'ils sont au pouvoir, qu'ils mettent dans leur feuille de route qu'un pays ne peut pas être puissant sans avoir des citoyens compatriotes puissants. Sur le plan économique, ne serait-ce que ça. Parce que l'État économiquement puissant signifie qu'il y a des entrepreneurs qui sont économiquement puissants. Si c'est la force militaire, ça relève, n'est-ce pas, du pouvoir régalien de l'État. Ça, on n'en disconvient pas. Mais sur le plan économique, ce sont les individus qui développent la puissance économique d'un pays. Et ça passe par des entreprises, comme ce que je viens de dire. Maintenant, si on estime que, même sur le plan informatique, Microsoft et tout ça, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des entreprises comparables pour challenger les autres. Parce que comme je l'ai dit, la Chine fait pareil, etc. Donc, à partir de ce moment, on peut dire, mais nous sommes très riches. On a un sous-sol qui est très riche. Récemment, je suivais certains confrères en Europe, et un Français disait que la France n'a rien dans son sous-sol. Mais au moins, elle a réussi à avoir une multinationale comme Total, sans publicité. Voilà. Donc, mais nous avons tout dans le sous-sol. Est-ce qu'il y a une entreprise africaine qui est parmi les premières entreprises au monde en matière d'extraction du pétrole, ou je ne sais pas moi quoi? Est-ce qu'il y en a? À ma connaissance, je n'en connais pas. Alors, est-ce qu'il y a une entreprise africaine qui est la plus grande entreprise en termes d'extraction de minerais d'or et de transformation? Il n'y en a pas. Je peux citer comme ça l'uranium, le diamant, etc. Même le bois. Même le bois. On devrait avoir dans ces différents domaines les meilleures entreprises au monde. Parce que nous avons toutes ces ressources sur place. Donc, ça doit d'abord rentrer dans la vision parce que la question de moyens peut se poser après. Mais tout ce qui est bien conçu, tout ce qui est bien protégé, projeté, attire les moyens. Ok? Donc, un visionnaire ne définit pas la vision parce qu'il a à côté de l'argent qu'on a posé, il a à côté les personnes qui vont travailler, il a les machines. Et puis, non, la vision précède tout ça. Et c'est la vision qui va attirer toutes ces ressources de manière concordante, de manière à ce qu'à un moment donné, chaque élément soit à sa place et que nous puissions avoir un puzzle. Donc, ça, nous avons là un sérieux problème, l'agriculture. Le continent africain est quand même bien logé pour l'agriculture, un continent qui est même capable de nourrir même le monde entier. Par rapport à l'agriculture, le sol est favorable, le climat est favorable, etc. Est-ce que nous avons les plus grandes plantations du monde? Plantations, quel que soit le produit que je vais citer. Donc maintenant, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao. D'accord. Et le Ghana aussi. Le cacao que les Occidentaux prennent le matin quand ils veulent sortir, ou bien ils prennent le chocolat quand ils n'ont plus faim. Ils prennent ça. C'est ça que nous produisons et nous sommes premiers. Et c'est déjà une bonne chose. Et maintenant, il faut que dans toutes les autres ressources également, qu'on puisse être
les premiers. Devant, oui. Le blé, le maïs, les veillards, etc. Le coton, la banane. Pas la banane française au Cameroun, mais la banane camerounaise. Vous voyez? Donc, parce qu'il y a tous ces montages-là. Donc, il y a véritablement des choses qu'il faut faire. Et il y a des Africains qui sont prêts à se déployer dans ces différents secteurs. Ils ont besoin d'être accompagnés par les dirigeants, par les politiques. Parce que nous sommes dans un continent où quand vous commencez, vous entrepreneurs, à développer un projet d'envergure, au lieu d'être soutenu, d'être encouragé, on fait tout pour vous détruire. Il y a tellement d'exemples. Pourtant, il y a des chefs d'État qui accèdent au pouvoir parce qu'ils ont décidé que quand ils seront au pouvoir, ils vont fabriquer 30 nouveaux milliardaires en 4 ou 5 ans. C'est une donnée qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas les anciens qui sont les détourneurs de fonds publics, parce qu'il y a des pays où ce sont les fonctionnaires qui sont multimilliardaires et les entrepreneurs n'arrivent même pas à être millionnaires. Ce n'est pas de ça que je parle. Donc, il faut pouvoir accepter qu'il y ait des compatriotes, des nationaux, se rassurer que cette richesse, cette fortune-là ne va pas être utilisée contre l'Afrique, c'est-à-dire contre les dirigeants, contre le système, si on est instrumentalisé de l'extérieur. Parce que si ce n'est pas le cas, Madame Mouto, mais dès qu'il y a un petit problème, si moi je suis un étranger, multimilliardaire au Cameroun, s'il y a un petit problème, qu'est-ce que je fais? Mais je pars, je rapatrie tout ce qui m'appartient. Supposons que nous ayons une économie où 80%, n'est-ce pas, de l'économie est tenue par les expatriés. Mais si 50% seulement décident de partir, de rapatrier tout ce qui leur appartient, vous pensez que l'économie peut tenir? Et si l'économie ne tient pas en ce moment-là, les crises que ça pourra engendrer, est-ce que le politique pourra tenir? Donc, il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte et qui vont renforcer, n'est-ce pas, notre capacité à pouvoir attirer de bons partenaires, des partenaires dignes de ce nom, quelle que soit leur surface géographique, quelle que soit leur capacité économique, militaire, etc., pour que nous soyons sûrs que c'est une complémentarité qui permet que l'Afrique, une fois de plus, puisse vivre décemment et de manière libre de toutes les ressources, de toutes ces richesses. Voilà. Donc, c'est vraiment préoccupant parce que tout ce que nous pouvons déjà faire, il faut qu'on le fasse. Il faut que nous le fassions et parallèlement, on peut engager des démarches pour pouvoir renforcer cette dynamique qui est mise en place. Sauf qu'on constate que jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses vraiment simples qu'on devrait faire, qu'on ne fait pas. Et on commence à regarder de grandes choses plus loin, alors qu'en réalité, le diable se cache dans le détail. Et c'est là qu'il faut aller le chercher. Merci, docteur Douma. Docteur Yam, que gagne concrètement l'Afrique dans les partenariats? Ne court-elle pas un risque de surendettement qui plomberait son économie? Non, c'est voir les partenariats sous l'angle justement qui est l'angle actuel. Savoir que pour la plupart des dirigeants africains, un partenariat, c'est aller chercher des prêts, des choses comme ça. C'est pas ça un partenariat. En fait, vous avez l'impression que chaque fois que vous regardez les reportages sur les relations diplomatiques entre les pays africains et les pays étrangers, la seule chose dont on vous parle, c'est que, ah oui, ce pays-là nous a construit un palais des sports, nous a construit un stade, nous a construit un bâtiment, nous a offert un pont, une route. Enfin, à la fin des reportages, la question que je me pose souvent, et votre budget est passé où? Le budget du pays lui-même, il est passé où? Et vous avez construit quoi? Dans quel pays? Vous-même, vous avez construit quoi dans quel pays? Que vous avez des pays africains qui croient qu'il faut des choses extraordinaires, mais allez aussi construire quelque chose. Est-ce que un pays comme le Cameroun s'est levé et dit, bon, on va aller dans tel village français où la route est complètement dégradée, on les aide à faire la route? Pourtant, il faut faire ça. Mais vous ne pouvez pas faire ce genre de choses quand vous n'avez pas la bonne disposition d'esprit d'un homme libre. Vous ne pouvez pas faire ça.
quand il y a des catastrophes dans ces pays européens, les feux en été, tant qu'il a vécu là-bas, grand frère, les feux en été, tout ça là, j'ai jamais compris comment ça s'enflamme, mais bon, peut-être qu'un jour, vous qui avez vécu là, vous allez nous expliquer. Comment les feux peuvent s'embraser comme ça? Oui. Vous allez nous expliquer un jour. Toujours aux mêmes périodes. Hein. Oui, c'est connu d'ailleurs et ils ne peuvent pratiquement rien contre ça. C'est comme les ouragans aux États-Unis et tout ça qui balaient. Vous nous expliquerez ça très bien. Oui, docteur. Donc, mais vous pouvez envoyer des pompiers. Vous pouvez envoyer des produits qui peuvent permettre d'éteindre le feu. Pourquoi nous, on est toujours en train de penser que c'est à nous qui devons dire que non, on nous a fait telle chose pour nous, on a fait telle chose. En fait, nous n'avons pas encore l'attitude des hommes libres. C'est l'un des plus grands freins au développement de l'Afrique. Et le fait qu'on n'ait pas cette attitude-là fait que nous n'avons pas encore les hommes de la bonne qualité à la tête de nos États. Il commence à y en avoir un certain nombre sont passés là, on les a vus. Et c'est curieusement, la plupart du temps, des présidents de la première génération, qui ont été d'ailleurs des gens qui nous ont laissé de très belles dispositions théoriques pour orienter notre réflexion aujourd'hui, comme les Kwame Nkrumah ou les Kenneth Kaunda, avec les gens de Solidifree, Kwame Nkrumah avec le conscientisme ou Africa Must Unite. Mais après, on a eu des gens qui ont écrit des choses qui n'étaient pas tout à fait correctes, acceptables, qui n'ont pas eu le même niveau. Et donc, on a l'impression qu'il y a eu une dégradation progressive de la qualité des hommes. Il nous faut des hommes de qualité. Et ces hommes de qualité peuvent donc nous assurer que lorsque nous avons un État, comme par exemple un État de l'Afrique centrale, qu'il sera un État de bonne qualité. Et ça nous évitera de tomber dans les travers des petits États lilliputiens aujourd'hui. Et ces hommes-là vont donc être ceux qui... Parce que si vous avez un État de l'Afrique centrale, vous n'avez plus de problème de circulation des biens et des personnes. Vous avez le même passeport, vous avez les mêmes douanes, et donc en fait vous avez un espace économique unique qui fait que vous n'avez plus les problèmes de quantité ou de sens de circulation des biens et des personnes. Et il faut donc voir que, au fond, l'un des problèmes majeurs que nous avons, c'est que nos États, pour la plupart, ne sont pas des États entrepreneurs. C'est pour cette raison qu'ils ne comprennent, que les fonctionnaires, pour la plupart, ne comprennent rien du tout à vos histoires d'affaires. Vous voulez construire une usine, créer une exploitation agricole, construire un hôtel, faire une route à péage, ils sont perdus. Parce que l'État n'est pas un État entrepreneur. Parce que quand l'État est un État entrepreneur, les fonctionnaires ont l'expérience des projets d'affaires. L'État a construit une autoroute à péage, l'État a construit un port qui est un port qui fonctionne. On ne peut pas oublier la route qui est même. On ne peut pas, parce que... Mais quand on n'a pas l'expérience, on peut oublier la route. On peut oublier que c'est pas interconnecté au réseau électrique, par exemple. L'État n'a pas construit d'usine, donc les fonctionnaires n'ont aucune expérience de ce que c'est qu'un projet d'usine. L'État, pendant des décennies, n'a construit aucun barrage, mais ils vont oublier, ils ne savent pas comment on construit le projet de barrage, comment on produit l'électricité, ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Donc l'État entrepreneur est en réalité la force qui mobilise les forces productives dans un pays. La plupart des gens sont ici, ils ne se rendent pas compte que parmi les très grosses entreprises américaines, une bonne partie appartient à l'État américain. Peut-être là, il a parlé des GAFAM, etc. Mais on oublie souvent que l'État a des intérêts dedans. Et au-delà, je ne parle pas des intérêts de sécurité nationale, je parle même des intérêts financiers dans ces entreprises-là. Et il y a beaucoup d'entreprises qui appartiennent carrément à l'État. C'est quand vous prenez les États-Unis, le plus gros constructeur américain d'automobiles, c'est une entreprise publique ou parapublique. Vous allez trouver dans beaucoup de pays comme les pays comme la France, l'un de leurs opérateurs de téléphonie mobile les plus importants, leur société de téléphonie mobile publique la plus importante est une entreprise publique. Quand vous prenez, il y a de nombreuses entreprises comme ça, les producteurs d'électricité en Allemagne, aux États-Unis, un peu pas. Beaucoup sont, la plupart, parfois des usines, c'est des entreprises publiques. Quand vous prenez la première compagnie aérienne de l'Afrique ou du monde, c'est des entreprises publiques. Le problème que nous avons, c'est que nous privatisons les mêmes entreprises dans le même secteur, dans le même secteur de souveraineté. Alors que privatise, alors que
Vous avez des choses assez curieuses où nous allons prendre la porte d'entrée de notre pays, nos aéroports, on privatise, on confie à un autre pays. Comment vous avez votre porte par laquelle vous entrez chez vous? Vous prenez les clés, vous donnez à quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qu'on peut pas. Vous prenez le port, vous donnez, vous prenez l'aéroport, vous donnez. Vous prenez les clés de chez vous, vous donnez à quelqu'un d'autre, les portes de chez vous, vous confiez à quelqu'un d'autre. Ça n'a aucun sens. Donc l'État doit être un État entrepreneur. Quand l'État est un État entrepreneur, eh bien, il comprend la dynamique industrielle. Voilà la raison pour laquelle, quand vous arrivez par exemple en Chine, les chaînes logistiques sont facilitées par l'État chinois. Parce qu'il comprend ce que c'est. C'est grâce à la logistique qu'on gagne les guerres, Madame Mouto. C'est pour ça que tous les grands, le général Schwarzkopf, la guerre du Golfe, première guerre du Golfe, logisticien. Eisenhower, département de Normandie, logisticien. Je prends quelques exemples parce que la plupart des grands théâtres d'opérations militaires sont sous le commandement des logisticiens. Et donc, pourquoi? Parce que les guerres se gagnent par la logistique. Le problème, c'est que nous sommes dans une guerre économique et on prend justement la logistique, on la confie à quelqu'un d'autre. Le rail, l'aéroport, les ports, le rail, les ports, les aéroports, on confie à quelqu'un d'autre. Les routes même ne sont pas construites par les Camerounais. Comment les Camerounais vont-ils acquérir de l'expérience en matière de gestion logistique? Donc, vous perdez la guerre avant même de l'avoir commencé parce que vous ne savez même pas comment on organise une guerre. Vous ne savez pas. Oh, là, nous parlons de guerre économique. Vous ne savez pas comment on organise une économie parce que vous n'en avez aucune expérience. L'État n'est pas un État entrepreneur. C'est un État qui pense que lorsqu'il vous a délivré les thèmes de référence pour construire un petit bâtiment d'un étage de R+1, il a beaucoup fait. Je vous ai dit que dans cette ville de Douala, demandez, dernier immeuble, grand immeuble construit par l'État de Cameroun, c'est dans les années 70. Ça veut dire que l'État, dans notre pays, a même du mal à construire. C'est pour ça que la plupart des bâtiments publics, d'abord, sont très laids. Observez. C'est vrai. Observez, ils ne sont pas beaux à voir. Il n'y a rien. Citez-moi un seul bâtiment public que vous avez envie de voir. Il y a aujourd'hui la chance que quelques jeunes, quelques nouveaux responsables de services publics, par exemple à Yaoundé, ont pu confier leurs projets à des cabinets d'architecture sérieux. Et donc, on a quelques bâtiments qui sont sortis par exemple de terre à Yaoundé, qui sont intéressants, qui sont quand même agréables à voir. Mais quand on prend la plupart des bâtiments publics, ils sont très laids à voir. Les mairies, les préfectures, les sous-préfectures, tout ça là. Or, avec l'argent qu'on y a mis, on aurait pu construire de très beaux bâtiments, aérés, spacieux, qui permettent à nos fonctionnaires de travailler bien. Parce que c'est important que les fonctionnaires soient dans des conditions de travail agréables. C'est très très important. Quand nous regardons les films, par exemple, policiers ou les films militaires ou les films politiques américains, qu'est-ce qui nous plaît? Contrairement à ce que les gens croient, c'est les espaces. En fait, nous sommes subjugués par la beauté des espaces de travail et nous trouvons que c'est beau. Il faut faire la même chose chez nous. Donc, quand vous dites, je parle de l'État entrepreneur, mais en même temps, on parle de est-ce que nous pouvons nous développer? Mais bien sûr qu'on peut se développer d'ailleurs par nous-mêmes. On n'est pas obligé de faire recours d'abord aux autres. Madame Mouto, la base du développement, c'est l'industrie. C'est sa base et c'est son moteur. On ne peut pas vous développer si vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas d'industrie, vous ne pouvez pas développer. Or, l'industrie elle-même a une base qui s'appelle l'énergie. Parce que l'industrie, c'est de l'énergie transformée. Ça s'appelle l'énergie. Quand vous êtes dans un pays où vous ne pouvez même pas avoir du gaz domestique, c'est-à-dire donner de l'énergie à la maison, dans juste une simple maison, comment vous allez vous développer? Quand on va vous demander, quand une seule usine va vous demander 10 tonnes métriques, alors que pour que vous puissiez mettre 4 tonnes métriques à la disposition de vos particuliers, vous avez déjà un problème. Une industrie qui va vous demander 10 tonnes métriques par jour, vous allez faire comment? Donc vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les chaînes logistiques particulièrement adaptées au monde industriel. Et c'est un sérieux problème. Or, l'industrie, donc si vous voulez la technologie, c'est 20% des connaissances scientifiques. 20% c'est seulement de toutes des connaissances scientifiques et c'est ça qui permet de développer un pays. C'est sur la base de ce genre de choses que vous allez donc commencer à vous demander quels sont les bons partenaires pour nous. Quels sont ceux qui sont capables de comprendre, quels sont ceux avec lesquels nous pouvons déployer toutes ces choses-là aisément et j'ai dit qu'ils partagent, qui sont des alliés objectifs. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette édition du grand débat économique. Monsieur Dr Ndouma, merci d'avoir été présent. Merci également d'avoir édifié nos nombreux téléspectateurs ce soir.
faut pas que les téléspectateurs nous en veulent. C'est vrai que le temps qui nous... le docteur Yam Timba a évoqué ça, la monnaie. Justement, la monnaie est extrêmement déterminante dans tout ce qu'on a dit et dans le choix de partenariat également. Parce que la monnaie, ce n'est pas qu'une question seulement d'un pays. Il faut également envisager des partenariats avec la monnaie parce que sans elle, on ne peut pas avoir une véritable industrie, encore moins avoir de l'énergie en abondance. Parce que ça demande des financements très lourds. Voilà. Merci à vous, docteur Yam Timba, d'avoir édifié nos nombreux téléspectateurs avec ces analyses. Écoutez, c'est moi qui vous dis merci. J'ai essayé simplement de créer un pont avec nos compatriotes africains et nous espérons que nous allons continuer ce débat sur vos plateformes Internet pour l'enrichir davantage parce que nous, ce que nous sommes au fond, c'est de gros apprenants. Nous voulons qu'ils nous disent ce qu'ils pensent de tout ça et qu'ils nous permettent de mieux comprendre ces choses. Parce que notre rôle, c'est surtout d'animer le débat. Parce que nous sommes d'abord, nous, des apprenants. Oui, voilà. Merci, mesdames, messieurs. Merci également à vous, nombreux téléspectateurs. Vous avez été nombreux ce soir. Nous vous disons merci et restez scotchés sur nos antennes.